Bienvenue dans Voix de Plume, le podcast qui fait résonner les voix originales et créatives des auteurs d'aujourd'hui. Chaque mois, Voix de Plume vous propose une nouvelle excursion dans l'univers sans limite de la création littéraire. Et ce 5e épisode nous conduit aujourd'hui aux confins de la sombre galaxie du roman noir avec l'auteur Anixa Kari. À travers la lecture de Toc et de l'affaire Pénélope March, publié par les éditions Cubique, dans une collection Outre Noir qui annonce la couleur, nous pénétrons dans la zone trouble de la psyché qui bascule, guidée par des voix féminines qui s'expriment pour elles-mêmes et sans filtre. Bonjour Anixa. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, d'autant qu'il reste encore assez confidentiel, très confidentiel même. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Pareil pour moi, c'est un plaisir. Je profite de cette introduction pour vous demander à vous qui nous écoutez, que ce soit sur YouTube, Deezer, Spotify ou Apple Podcast, si vous appréciez notre petit rendez-vous mensuel, pensez à vous abonner, à liker et à partager cet épisode parce que ce podcast carbure uniquement à l'enthousiasme. Il ne fait l'objet d'aucune publicité ni rémunération, mais vous avez le pouvoir, si le cœur vous en dit, de le soutenir d'un simple clic. Fin du petit aparté. Anixa, pour te recevoir aujourd'hui, j'ai lu 3 de tes romans. Toc et l'affaire Pénélope March, publiés respectivement en 2023 et 2025. Je précise d'ailleurs que l'affaire Pénélope March a figuré parmi les finalistes du prix du roman noir de Cognac. Et le dernier roman, Suzanne Heyn, qui sera publié dans quelques semaines par le même éditeur, les éditions Cubique, donc dans la collection Outre Noir. Avant d'entrer plus en détail dans ces 3 romans, Anixa, j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de ton parcours d'auteur. Comment est-ce que tu as commencé à écrire et est-ce que tu es passé par d'autres genres littéraires avant le roman noir ? En fait, j'ai publié mes premiers romans à 27 ans. En fait, c'était un ami éditeur parisien qui m'avait dit que la directrice éditoriale de l'époque cherchait des nouveaux romans aux éditions Bayard. Voilà. C'était pour de la romance. En fait, c'était au moment des collections comme Chair de poule. Alors, Chair de poule, c'était Stein seulement. Hein. Il y avait que lui qui écrivait dedans. Donc là, c'était pour une collection de romans à partir de 11 ans. Donc D'accord. j'ai écrit un roman qui s'appelle En attendant l'automne. C'est une histoire d'amour. J'avais un pseudo à l'époque qui était Alex Sadowski. Alors, Alex, c'était pour la trilogie des films de Carax, où son personnage principal, qui est Denis Lavant, s'appelle toujours Alex. Et Sadowski, c'était pour le nom d'un personnage de Joyce Carol Oates dans Confession d'un gang de filles. Ouais. Donc voilà, j'ai écrit ce roman qui a été accepté par Bayard. J'en ai écrit un suivant qui s'appelle C'est le vent Betty. Ça, c'était en clin d'œil à 37 de le matin de Gian. Et en fait, ces romans ont été réédités 3 fois. Et après, j'ai arrêté chez Bayard parce qu'en fait, je voulais pas me laisser emprisonné dans la case auteur, quoi. Bien Voilà. sûr. Je voulais être libre de changer de voix et quand je le voulais. Donc, voilà. Donc, si je continuais à écrire de la jeunesse, enfin, ça allait, ça allait pas le faire pour moi, parce que de toute façon, à un moment donné, j'en aurais eu fait le tour. Et puis, je voulais quand même écrire autre chose pour adultes, etc. Donc, j'ai publié des textes courts et un peu plus longs chez divers éditeurs D'accord. pour adultes, donc, et aussi dans des revues, comme la revue Brève. Oui, qui est une revue, pour ceux qui ne connaissent pas, de nouvelles, quoi. C'est une revue assez importante. Ok. Voilà. J'ai employé d'autres pseudonymes, et voilà, je me suis cherché assez longtemps. Après coup, alors, j'ai arrêté d'écrire pendant 7 ans, parce que j'ai arrêté de fumer, et que j'étais incapable psychologiquement de gérer mon manque de nicotine face à un clavier. Donc, je me suis dit, D'accord, intéressant. On est dans l'imagerie pure de l'écrivain qui fume derrière ça fait très son cliché, clavier. mais c'est pourtant ça, quoi. Et je Ah, fumais beaucoup et enfin, bref, je vais pas faire tout un speech sur l'industrie du tabac.
Mais voilà, donc après, je me suis dit que je me remettrais à écrire à l'âge de 50 ans. Pourquoi 50 ans? Aucune idée. Peut-être parce que je faisais une crise de la quarantaine avec le manque de nicotine. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Avec un roman qui n'est pas paru chez Clubic, mais qui est paru chez un petit éditeur marseillais qui s'appelait, parce que malheureusement sa boîte a fermé, L'amour, aux éditions L'Amour des mots. Donc mon roman, ça s'appelle Candice Lane. Voilà. Il a été publié avant Tuck en 2023. D'accord. Et, euh, et voilà. Et il va peut-être être republié, mais ça, c'est un projet. Voilà. On Ok. verra. À suivre. Quelles sont tes influences? Parce qu'il y a des influences littéraires, mais j'ai l'impression qu'il y a des influences cinématographiques aussi à t'écouter dans ce que tu proposes. Ouais, enfin, les premiers auteurs que j'ai lus, en fait, c'était des auteurs français. Donc, c'était Raymond Queneau, Boris Vian, je sais plus, Albertine Sarrazin, Yves Simon aussi, à l'adolescence. J'ai aussi lu les premiers romans de Leclésio, comme Le Procès-verbal ou La guerre, ou Le Livre des fuites. Voilà. Puis après, j'ai découvert les auteurs américains plus vers, je sais pas, pas toujours dans la même tranche d'âge, 18 ans, quoi. Alors, c'était les auteurs très connus, hein, Salinger, Fante, John Fante, Charles Bukowski, Sarah Schulman, qui est un peu moins connue, mais qui est une auteure géniale, avec qui j'ai pu correspondre pendant un paquet de temps, d'ailleurs. Bret Easton Ellis aussi, et Joyce Carol Oates, que j'adore. Ah ouais. Et puis, j'ai aussi lu des Irlandais, des Japonais, des Anglais. C'était ma manière d'apprendre. En fait, j'apprenais le rythme des phrases. C'était parce qu'ils ont un rythme qui est carrément différent de la littérature française, hein, donc j'apprenais ça, la Mhm. musicalité du texte, le souffle du texte, qui est important aussi. Et j'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 16 ans. C'est souvent à cet âge-là qu'on commence ça. Bien sûr. C'était un texte, alors ça va te faire un peu rire, mais c'était un texte qui s'intitulait De l'autre côté des rêves. Et en fait, ça racontait l'histoire d'une jeune femme en train de perdre la vie sur un trottoir après un hold-up. Voilà. Alors, qui avait mal tourné. Mais le truc, c'est que c'était les prémices, en fait, de Tuck. Mais moi, à l'époque, forcément, je ne pouvais pas le savoir, hein. J'avais écrit ça et j'écrivais sur une vieille machine mécanique qui appartenait à ma mère. C'était une Royale. C'était vraiment un gros tank, hein. Et, mais ce que j'aimais, c'était que c'était entendre le bruit des touches, en fait, qui cavalaient. Voilà, ça, c'était un truc, c'était le rythme, quoi. Et d'ailleurs, je l'écris que sur un clavier ou sur des claviers d'ancienne génération, c'est-à-dire avec les touches apparentes. En fait. Je veux pas. Faut que ça fasse du bruit. Oui, voilà. Il faut que ça se fasse entendre, quoi. Je veux pas de clavier plat, parce que c'est une caresse, quoi. Moi, il faut que ça cogne, quoi. Et en fait, voilà. En gros, musicalement, on va dire que c'est un peu comme un morceau grunge. Ça fait un peu comme quand Kurt Cobain maltraite sa guitare. Voilà. J'ai un rapport comme ça avec mon clavier, c'est une violence créative. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est bien, c'est intéressant parce que ça permet vraiment déjà de comprendre ton univers et ta plume avant même de rentrer Mm. dans le vif du sujet. Et il y a des événements aussi, des événements qui ont pu marquer l'actualité et l'histoire qui ont influencé ton écriture. Je dis ça parce que en exergue de Toc et de Suzanne N, Mm. tu cites les paroles d'Anna Delvey et de Patricia Hearst, qui sont deux figures féminines qui ont toutes les deux marqué leur époque et les médias. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces personnages que sont Patricia Hearst et Anna Delvey et nous dire en quoi leur histoire résonne avec celle des personnages de Toc et de l'affaire Pénélope March en particulier? Par rapport à Anna Delvey, Alors, je, si je peux oui, résumer juste pour les auditeurs, Anna Delvey, en fait, c'est une arnaqueuse très connue, hein. Elle venait de Russie, d'un milieu très populaire, et elle a réussi, en travaillant pour un magazine très célèbre, à rentrer dans ce milieu. Et elle a fini par monter de grosses arnaques en créant des centres artistiques, etc. Elle est célèbre pour ça aujourd'hui, hein. Voilà, donc ça c'est pour Anna Delvey. Et l'autre personnalité que j'ai citée, c'est Patricia Hearst. Alors là, on est au milieu des années 75 aux États-Unis. C'est la fille d'un grand propriétaire de médias
et elle a été enlevée alors qu'elle était étudiante par un groupuscule de jeunes qui avaient des revendications plutôt anarchistes, anticapitalistes, hein, pour résumer. Et elle a fini par adhérer aux positions de ses ravisseurs. Elle communiquait régulièrement par le téléphone. Ça a eu un écho monumental dans la presse pendant très très longtemps. Puis il y a eu des films aussi sur ça, hein, des films et des livres, etc. Moi, j'ai lu Mon voyage en enfer de Dell, parce que j'avais lu Johan Didion, et Johan Didion en parlait dans un de ses romans. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, et donc j'ai lu Mon voyage en enfer, donc, d'où est extrait l'exergue de Suzanne N. Oui. Voilà, quoi. Donc, oui, oui. Alors après, moi, je n'ai pas trop. Par rapport. Enfin, c'est deux figures différentes, hein, Anna Delvey et Patricia Hearst. Mhm. Moi, je dirais que ce Euh, qu'elles ont en commun, c'est que c'est des figures féminines complexes, qu'on a du mal à ouais. cerner, qui basculent dans la violence à un moment, quoi. Patricia Hearst, elle bascule dans la violence, parce qu'elle est soumise à cette violence-là, en fait. Elle se fait carrément enlever, kidnapper. Bon, après, voilà, quoi. Après, elle participe à des braquages aussi, elle est rentrée Ouais, elle participe, dans le mais jeu. ouais, enfin, non, non, plus ou moins, parce qu'elle participe contre son gré, parce qu'elle est. D'ailleurs, elle l'explique, enfin, elle parle dans son roman, dans son journal, puisque c'est une sorte de journal. Après, oui, elle participe, mais contre son gré. Elle n'a pas forcément envie de nourrir ça. Après, elle se rend compte, parce que bon, c'est quand même les mecs qui la kidnappent, enfin, le groupe qui la kidnappe sont quand même c'est des charlots, quoi. Enfin, ils sont bien barrés. Bon, évidemment, ils prêchent certaines choses, mais on va dire que le gourou, on va l'appeler comme ça, de cette sorte de secte comme ça, il a des attouchements sur elle. Enfin, Mhm. voilà, bon, alors après, évidemment, elle est obligée de se plier à certaines choses. Et effectivement, il y a cette photo qui a circulé d'elle dans les années 70 où on la voit avec une mitraillette, je crois, dans la succursale d'une banque. Mais après, c'est pas. Voilà, enfin, c'est. La façon dont elle l'a vécu n'a pas forcément été racontée comme elle l'a vécu, ce qui explique aussi qu'elle a eu besoin de raconter son histoire. C'est intéressant parce que ça fait vraiment écho, on va le voir, à l'histoire de Toc. Ensuite, à la différence des figures médiatiques qu'on a évoquées, Toc, Pénélope March et Suzanne N, elles n'ont pas d'ambition particulière ni de revendication politique. Ça n'empêche pas, dans le cas de Toc, qu'on lui prête justement des motivations politiques qu'elle n'a pas. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Toc. Donc, Toc, c'est l'héroïne, hein, du roman qui porte son nom. C'est aussi la narratrice. Et dans ce roman, Toc, elle nous raconte son histoire. Elle nous la raconte à partir du moment où cette histoire se termine. Elle a été arrêtée. Ramon, son partenaire, est mort. Tout est terminé, dit-elle. Et c'est depuis la prison qu'elle écrit sur un cahier, sur les conseils ou la suggestion du psychologue qui la suit. L'histoire de Toc et Ramon, c'est un peu une histoire de braquage à la Bonnie and Clyde, mais c'est surtout une histoire d'amour, en fait. Et tu dis, toi, que c'est une histoire d'enfant dans un monde d'adultes. Je pense que c'est une histoire que tout le monde regarde et tient absolument à comprendre comme une histoire bien plus compliquée que ce qu'elle n'est, que ce soit la police, les médias, la population. Tout le monde cherche un motif, tout le monde cherche des revendications à Toc et Ramon, et tout le monde s'approprie d'une certaine manière leur histoire. Et c'est justement ce décalage entre ce qui s'est passé et ce qui est raconté par d'autres qui donne à Toc le besoin de se raconter elle-même, hein, c'est bien ça? En fait, c'est une histoire en fait que j'ai longtemps voulu écrire. D'où cette nouvelle que j'avais écrite à 16 ans, là, dont je viens de parler. Je ne savais pas forcément, mais j'étais toujours sur ces rails-là. Parce qu'en fait, moi, je suis un fan absolu du film d'Arthur Penn, qui est donc Bonnie and Clyde. C'est un film que j'ai vu au moins une dizaine de fois, mais j'adore ce film pour plein de choses, hein, pour le jeu des acteurs, pour la façon que ça a été d'être filmé, etc. Et puis, dans les années 90, il y a eu une affaire. Il y a eu l'affaire, un fait divers à Paris, en fait. C'était l'affaire Florence Ray et Audrey Maupin. Je devais avoir dans la vingtaine d'années à ce moment-là. C'était un jeune couple qui a semé le chaos en une nuit dans Paris, en fait. Alors, on n'a jamais su pourquoi ils avaient fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient fauché une voiture dans une fourrière. Ils ont tué un chauffeur de taxi pendant cette nuit-là. Et Audrey Maupin a été abattue en pleine rue, hein, parisienne. Et Florence Ray s'est faite arrêter. Et ça a été une affaire donc très médiatisée, forcément.
Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, Toc ne raconte pas ça, en fait. Elle ne raconte pas cette affaire-là, mais elle en prend l'essence de cette affaire. Peut-être que par rapport à Florence Ray et Maupin, c'était peut-être une affaire, une question de liberté. Peut-être que c'était un refus de rentrer dans le rang, je ne sais pas du tout, mais c'est le moteur de Toc, en tout cas. Oui, très clairement. Voilà. Et c'est vrai que ce positionnement qui fait que Toc se réapproprie son histoire en la racontant, bah, ça ouvre sur une parole très directe. Tu l'écris, elle s'exprime sans filtre. Et d'ailleurs, avant d'en dire plus, je propose que tu nous lises un premier extrait. Si tu veux bien situer l'action rapidement de ce premier extrait et puis nous le lire, s'il te plaît. Bah, l'extrait que je vais lire, c'est juste après son arrestation. Donc, elle était en cavale parce que lui vient de se faire tuer et a fui en une nuit et au petit matin, elle se fait arrêter par les policiers et elle est emmenée à l'hôpital parce qu'elle est légèrement blessée, on va dire. Donc, c'est ça, c'est l'extrait que je vais lire. Donc, ça s'appelle un symbole de liberté, point d'interrogation. Plus tard, j'ai été emmené à l'hôpital. Je portais toujours les mêmes fringues tachées de sang, le mien, et mon œil qui avait morflé dans la voiture semblait avoir doublé de volume. C'est ce que je ressentais en tout cas, car je voyais comme à travers une lucarne, une meurtrière. Au commissariat, une femme m'avait nettoyé le nez et une autre s'était occupée de me fouiller plus attentivement. Après les bouffées de chaleur, je grelottais sans pouvoir me contenir. Ils ont pris des photos de mon visage tuméfié, face, trois quarts, profil. Puis l'un des types m'a conduite à l'hosto le plus proche. La violence était terminée. J'avais la sensation de revivre, de respirer de nouveau, même si mes côtes me faisaient mal dès que j'inspirais. À l'hôpital, j'ai eu droit à pas mal d'examens. Il ne fallait pas que je crève à cause d'une hémorragie interne. Il fallait que je sois jugé et enfermé, longtemps, le plus possible. Quand je me suis retrouvé dans le bureau du médecin, il a lâché. Vous allez vous en remettre, vous n'avez rien de cassé. Même votre nez ne l'est pas. Seul votre œil gauche a subi des dommages, mais rien d'irréparable. J'étais prostré sur une chaise face à lui. Le bras que l'autre salope m'avait tordu me faisait toujours souffrir, et je continuais à être épuisé, à n'espérer rien d'autre que dormir. D'une voix lente qui se voulait compréhensive, il a repris. Vous pouvez me parler si vous en ressentez le besoin. C'est mon métier d'écouter, je ne vous jugerai pas. Je ne le regardais pas. Je fixais le sol là où le bout déchiré de mes baskets se trouvait. Je n'avais pas envie de parler. Je n'avais rien à dire. Et puis, je me méfiais de tout le monde, Doc ou pas. Je n'avais rien à voir avec personne. Il a quand même insisté. Je pense qu'il était sincère, qu'il voulait m'aider à crever l'abcès qui m'empoisonnait. Est-ce que vous pouvez me regarder? Vous pouvez me faire confiance. Vous êtes en sécurité ici. Vous ne voulez pas me parler? J'ai secoué la tête. J'ai pensé, je ne sais pas, mais j'ai répondu non en secouant la tête. Non, je ne veux pas. Je l'ai entendu soupirer. J'avais honte. Quelque part, mon visage me faisait honte. Je ne savais pas trop à quoi je ressemblais, juste que c'était à chier. Qu'en pleine lumière, là, dans son bureau, ça devait être complètement à chier. J'ai une fille de votre âge, il a dit. Elle vous ressemble un peu, elle vous admire, vous imaginez? Elle dit que vous symbolisez la liberté, le refus de tempérer face à une société qui ne pense qu'à dévorer son prochain. Est-ce que vous imaginez l'impact que vous avez pu avoir sur des gens de votre âge? Il n'était pas agressif, il cherchait simplement à me faire réagir, à ouvrir une brèche pour qu'un semblant de conversation puisse avoir lieu. J'ai continué à fixer mes baskets. Je n'en avais rien à foutre de l'image que j'avais pu véhiculer. Tout ce que je savais, c'est que c'était terminé. Ramon était mort, ma mère n'allait pas s'en sortir, et j'allais prendre 20 ans, au moins. Merci Anixa. Dans cet extrait, Toc est confrontée entre guillemets à sa popularité. Elle doit faire face à ça. Et la manière dont elle s'exprime, qui est assez pragmatique, il n'y a pas tellement d'auto-apitoiement, je trouve que c'est assez froid, il y a une distance. Et ça donne l'impression qu'elle est indifférente à la réalité, c'est ça? Non, non, au moment de cet extrait, en fait, c'est parce qu'elle vient de, bah déjà, elle vient de voir son copain se faire tuer quoi, en pleine rue. Après, elle a fui pendant toute une nuit, elle a couru sur le périph', elle s'est retrouvée en campagne, dans une grange, je crois, si mes souvenirs sont bons. Elle se fait serrer et tout ça. Donc, elle s'est fait frapper par une policière. Enfin bref, oui, elle est sous le choc. Elle est pas, donc elle est assez froide avec ça. Elle a pas encore ce recul où l'émotion va surgir. Après, durant le roman, oui, elle est plus émotionnelle, bien sûr. Là, c'est vraiment, c'est l'après-coup, quoi. Donc, c'est, waouh.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai que justement, il y a le récit qu'elle raconte, c'est aussi une prise de conscience à un moment, et puis petit à petit, elle va contacter un peu avec cette réalité qui lui paraît quand même complètement un peu étrangère. On a l'impression qu'elle est étrangère à cette réalité extérieure quand même. C'est le sentiment que j'ai eu avec Toc en tout cas, parce que elle est pas capable de faire confiance à qui que ce soit, même à un docteur, et surtout elle a pas l'air du tout capable de partager ce qu'elle ressent, comme si elle était enfermée dans sa douleur, et en même temps elle est hyper lucide. Elle est lucide sur son état, sur son apparence, elle est capable d'analyser assez finement le comportement du docteur. Quand on est en choc émotionnel, on n'a pas forcément cette analyse. Là elle est retombée en fait, puisqu'elle est en prison, il y a eu l'arrestation, il y a eu l'hôpital, etc. Et à ce moment-là, oui, elle a besoin d'une distance, de mettre cette distance peut-être avec la réalité pour l'appréhender. Non, enfin, elle est cadenassée, mais elle est. Elle est cadenassée. C'est très juste. En fait, c'est un peu Tug, c'est un peu. Bon, c'est pas ultra violent, hein. Il n'y a pas d'ultra violence dans Tug. C'est pas tueur né. C'est pas Bonnie and Clyde parce qu'il n'y a pas de crise sociétale dans Tug, hein. C'est pas comme dans les années 30 aux États-Unis, etc. Non, non, c'est vraiment juste un couple qui croit que la liberté existe et ils veulent la rencontrer. Voilà. Ils veulent la côtoyer. Voilà, c'est ça, Tug. Mais ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est un peu comme la chanson de Léo Ferré, Pour tout bagage, on a 20 ans. Voilà. Seulement, là, quitte à les brûler vifs, sur le bûcher du monde, quoi, en gros. C'est le slogan vivre vite, mourir jeune. C'est ce genre de truc. C'est tout. En fait, c'est un conte sentimental aux allures dramatiques. Voilà. Je, c'est une romance, en fait. C'est carrément une romance. C'est une histoire d'amour. Après, j'ai pas voulu faire dans le TOC comment dire, un documentaire sur l'univers carcéral, etc., hein. Ah, pas du tout. Bah, c'est pas du tout ça, hein. On est dans la tête de Toc. Elle raconte son histoire. Ouais. Il n'y a pas de place tellement pour de description. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'elle a l'air enfermée dans ce monde, parce que finalement, on sait très peu de choses de ce qui l'environne, hein. Elle est vraiment dans son truc. Après, c'est vrai que les deux autres héroïnes, donc Penelope March et Susan Haynes, elles sont vraiment séparées de la réalité extérieure. C'est un autre niveau. Parce que, prenons le cas de Pénélope, par exemple. Donc, dans l'affaire Pénélope March, Pénélope aussi, c'est la narratrice, c'est l'héroïne et c'est la narratrice. Elle nous raconte son histoire qui est très différente pour le coup de celle de Toc. Là, on n'est plus du tout dans l'histoire d'amour. C'est quand même l'histoire d'une folie. C'est-à-dire que Pénélope, elle est vraiment dans son monde, elle entend des voix, il y a des voix qui la poussent à agir et qui concrètement la poussent au crime, hein. Et on a du mal, nous, en tant que lecteurs, on fait des efforts pour reconstituer ce qui lui est arrivé et même ce qu'il a mené ici, parce qu'en fait, c'est le propos du roman, de comprendre pourquoi, comment elle a pu en arriver à ces extrêmes, même si la folie, c'est pas forcément toujours quelque chose qui s'explique. Et donc voilà, avec Pénélope, on entre de plein pied quand même dans le domaine de la folie, parce que non seulement elle entend des voix, mais elle a même du mal à décider si ses interactions avec le monde extérieur sont réelles, si elle a agi vraiment ou si elle est en plein cauchemar. Des fois, il y a plusieurs versions d'une même réalité qui se superposent. Et puis en plus, à chaque fois qu'elle a une nouvelle interaction avec le monde extérieur, elle a un échange, un contact, ça ajoute encore à son trouble et à sa confusion. Donc c'est assez cyclotimique. Et pour aller au bout de la comparaison sur cette question en fait du rapport à la réalité, Susan N, la troisième héroïne, elle, pour le résumer, on y reviendra plus tard, mais elle a tellement pas supporté ce qu'elle a vécu qu'elle a décidé de porter des lunettes à triple foyer pour distordre sa propre vision du monde. Tout ça pour ne plus être confrontée à la réalité crue qu'elle ne supporte tout simplement pas, en fait. Pour en revenir à Toc, justement, la question de ce qui est réel ou pas, elle est posée très concrètement dans le roman par le fossé qui sépare ce que Toc a vécu et ce qu'elle entend de sa propre histoire dans les médias ou encore dans la bouche du policier qui l'interroge ou de l'avocat qui la défend ou des fans qui l'adulent. Et je propose d'ailleurs de lire un deuxième extrait dans lequel on peut justement voir toute cette version de réalité qui coexiste. Alors l'extrait, il est tiré donc
d'un chapitre qui s'appelle Brezny, en référence directe à Rob Brezny, le monsieur très célèbre qui fait des horoscopes très amusants et qui compte beaucoup dans le parcours de Toc, même si ça reste anecdotique. Moi, j'ai bien aimé la référence à Rob Brezny. Bref, toujours est-il que Toc continue à nous raconter son histoire, justement par rapport à ce qu'elle voit de ce qui lui est arrivé dans la presse et dans les médias. Alors, je vous lis cet extrait. Les journaux ont dit qu'on en avait volé pour 5000, voire plus. C'est faux, il y avait beaucoup moins, à peine 1000. On a compté l'argent à la maison, on l'a remis dans le sac, on est resté silencieux sur le matelas et on n'a pas bougé, terrifié à l'idée de remettre le nez dehors. Quand la nuit est tombée, on s'est décidé à prendre la voiture et on a tracé jusqu'à un drive pour commander à manger et à boire. On n'est pas retourné direct à la maison. On s'est garé sur le parking du fast-food parce qu'on arrivait à capter le wifi. Les médias s'en donnaient déjà à cœur joie. À ce moment-là, on n'était que le couple mystérieux, la rouquine et le brun. Ce genre de titre loin d'être accrocheur. Par la suite, ils se sont donnés à fond quand ils ont rencontré ma mère, qu'elle les a renseignés sur mon surnom, qu'elle a parlé de Ramon. C'est là qu'on est devenu populaire. Pour l'instant, on apprenait que le vieux de la boutique n'était pas mort, qu'il avait la tronche pas mal amochée, une côte cassée et le bide en vrac, mais qu'il était bien vivant. Et c'était un soulagement, même si pour moi, il aurait mérité d'y passer. Je sais que ça ne me sert pas d'écrire ça, mais c'est ce que je ressentais, et aujourd'hui encore, je me dis qu'il a eu du bol. Dans son entretien avec les journalistes, il insistait sur le fait que j'étais une vraie furie. C'était moi la plus dangereuse, la plus agressive. Dès le départ, je l'avais menacé de mort et insulté, puis roué de coups alors qu'il était à terre, sans défense. Je me suis marrée. Pauvre type. J'ai lâché. Et Ramon m'a montré les vidéos que les gens postaient à tour de bras. On nous voyait en train de cavaler sur le trottoir, puis moi en train de braquer mon flingue contre la vitre de la voiture avant d'empoigner le conducteur par la tignasse. Une fois de plus, le mot furie apparaissait dans les commentaires. Certaines adoraient ma coupe de cheveux, leur couleur. D'autres me surnommaient la fille des enfers, et les likes n'en finissaient pas d'affluer. Il y a pas mal de choses à dire sur cet extrait, hein. Il est très riche. Tu fais explicitement référence aux réseaux sociaux qui sont, on le sait, de puissants outils de distorsion de réalité. Mais on voit bien qu'on n'attend pas les réseaux sociaux pour distordre la réalité. Les médias le font très 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 bien aussi. Mais il y a un autre détail sur lequel j'aimerais revenir à propos de l'extrait qu'on vient de lire, c'est l'absence de précision référentielle. Toc, elle dit on en avait volé pour 5000. Et la monnaie, elle n'est pas précisée. Et quand on y prête attention, on remarque qu'il n'y a pas de nom de ville dans le récit, qu'il n'y a pas de nom de rue, ce qui est d'ailleurs valable pour chacun des 3 romans dont on parle aujourd'hui. Et en termes d'écriture, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as pris ce parti pris. Et voilà, est-ce que cette absence de cadre, c'est une manière de focaliser sur le fait que les héroïnes sont dans un monde un peu à part, ou alors c'est autre chose? Non, non, oui, c'est un choix délibéré de ma part, mais il y a des noms de rues en fait, hein. Il y a des noms de rues. Ça va être rigolo, mais c'est la rue d'Elvie, par exemple. Il y a la rue d'Elvie qui revient souvent. Je ne sais pas si dans Tuck y est déjà, mais bref. Il y a, par exemple, dans un autre bouquin que j'ai écrit, là, qui est toujours pas publié, mais il y a le boulevard Oates par rapport à James Carroll Oates. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Ces rues-là ou ce boulevard-là revient souvent. En fait, mon univers, c'est un univers fictif, hein. C'est un cercle, en fait. Et en fait, toutes mes histoires se rejoignent, en fait. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom réel, ni de ville, ni de rue réelle. Je voulais pas donner un lieu qui soit reconnaissable. C'était pas, je voulais vraiment que ça reste dans l'univers de mes personnages et dans le mien, donc forcément. Donc c'est en fait c'est comme un noyau, et autour de ce noyau il y a plusieurs embranchements autour. Voilà. Donc c'est onirique, et toutes mes histoires se passent ici dans ce noyau et aux alentours, c'est-à-dire soit dans la ville ou alors aux alentours. Ça va être rural, quoi. Alors, mes personnages se croisent, mais sans le savoir. Par exemple, dans Tuck, mais ça, moi je le sais forcément, mais je veux dire, après, il faut avoir lu l'autre roman que j'ai publié avant et tout ça, mais elle croise au moment où
ils vont faire le hold-up, le dernier hold-up, je crois, à Croix-Candislaine. Voilà. Elle dit, parce qu'elle le dit à un moment donné, elle dit, il y a une fille qui est comme ci et comme ça, et en fait, c'est ni plus ni moins Candislaine qui sort de chez elle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Et puis, pardon, il y a des petits hum, éléments de décor qu'on va retrouver comme ça d'un roman à l'autre en fait, parce que cette station-service là, j'y avais même pas pensé, mais quand j'ai lu l'extrait, j'y ai pensé. La station-service où ils vont pour le Wi-Fi, c'est peut-être bien la même station-service que celle où Penelope March va s'acheter des hamburgers bien gras, peut-être, potentiellement. en fait, dans mes romans, il y a un corps d'origine brisé en 1000 fragments. Voilà, c'est ça. Et il y a c'est une sorte de miroir fêlé qui s'éparpille sans jamais se reconstruire. Donc en fait, voilà, ça donne plein de fragments comme ça. Donc, Anaïs Toxin, donc qu'on appelle Toc, parce que son vrai nom c'est Toxin. Hein, voilà, le diminutif c'est Toc, et Pénélope March, Suzanne Naine, et les romans qui viendront, ils se passent de toute façon dans le même univers. Ils ne quittent pas cette ville ou cette campagne. Voilà. Oui, puis il y a un écho entre les personnages. Après, c'est vrai que moi, à la lecture, ce que j'imaginais comme décor, bah, c'était justement une campagne désolée ou une petite ville industrielle isolée. En gros, des décors qui donnent envie de s'en aller, hein, si je devais résumer, ou encore des décors qui se prêtent bien aux histoires de vie tragiques. Et elles ont des vies pas rigolotes. Non, non, Les différents personnages. Parce que le père de Toc, par exemple, il a perdu son travail, du coup il s'est suicidé, sa mère elle est devenue alcoolique, après elle est malade, donc c'est tout un enchaînement comme ça de tragédies qui vont provoquer le départ de Toc. Et puis Pénélope, elle a perdu entre guillemets ses parents dans un accident tragique. Et après quoi, bah, elle vend la petite exploitation familiale, la petite ferme, hein, elle s'achète une Dodge, elle quitte les lieux définitivement. Et ce schéma, on le retrouve aussi chez Suzanne. Donc c'est vrai que l'image que tu donnes d'un miroir fêlé avec plein de petits bouts comme ça, c'est marrant parce qu'elles ont des points communs quand même. Et Suzanne N, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais elle se retrouve aussi toute seule. Et puis elle est comme ça, sans attache. Et au-delà du décor et du contexte social, il y a ce thème de la jeune fille qui se tire de la zone où elle a grandi, quoi, si j'ose dire, qui est là, qui est prégnant. Enfin moi, en tout cas, qui m'a interpellée, que t'explores sous des angles très différents. Et pourquoi, pourquoi est-ce que ça te tient tellement à cœur déjà cette jeunesse, parce que c'est des personnages jeunes, et puis ce besoin de s'extraire comme ça d'un milieu oppressant pour tenter de vivre quelque chose, quoi. bah, c'est peut-être parce que je suis pas à l'aise non plus, quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins, c'est ni plus ni moins mes alter ego. Alors après, j'ai pas, ils sont féminins parce que je peux me livrer davantage avec des personnages féminins aussi. Voilà, quoi. C'est comme des boucliers pour moi. Je vais sur le ring de l'écriture avec quelque chose qui me protège. C'est elle, en tant que personnage féminin, qui me protège de ce que j'ai à dire sur une certaine. Qui te permet de le dire, tout Oui, simplement, de le raconter à voilà. travers la fiction et ce prisme-là. Dans l'affaire Pénélope March, cette quête de liberté, ce besoin vital de s'offrir un nouveau départ, il se concrétise pour Pénélope avec l'achat d'une Dodge. C'est cette voiture qui va devenir l'unique amour de sa vie, comme elle dit. Avant d'en parler, peut-être on peut lire cet extrait aussi. Cet extrait justement où Anixa parle de cette voiture, parce que cette voiture c'est un vrai personnage dans le roman, ça faut bien insister là-dessus. Anixa, pardon, c'est pas Anixa, c'est Pénélope. Pénélope, elle est toute seule avec sa Dodge. Et sa Dodge la réconforte, etc. Puis, bon, c'est une voiture américaine. Ça rejoint, euh, ça rejoint une certaine imagerie qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec les références cinématographiques, etc. Bien sûr, hein, donc ça joue aussi sur l'esthétique et sur les images qu'on se crée en lisant. Complètement. Je vais te laisser la parole, Anixa, pour que tu nous lises cet extrait sur la Dodge, cet extrait qui s'intitule La seule histoire d'amour, la Dodge. Un coup de cœur pour cette bagnole, moi qui ne connais rien de l'amour, des émotions amoureuses. Une voiture de collection avait précisé le type de la casse.
fin années 90, très bien entretenu par son ancien propriétaire. C'est un prix que je vous fais. Et il est devenu quoi, son ancien propriétaire? Aucune idée. Il était pressé. Il disait vouloir s'en débarrasser des gens, vous savez. Il m'a acheté un vieux pick-up à la noix. Vous faites une affaire avec cette voiture. Et en prime, vous gagnez cette magnifique tête de bélier métallique en porte-clés. Le logo légendaire de la puissance et de la fiabilité. Vous irez loin avec cette voiture. Une histoire d'amour, c'est ça. La seule, l'unique de mon existence. La première. Et les voix à chanter pendant que le moteur renaissait de ses cendres. Un coup d'essence dans le réservoir, un essai autour de la casse. Une sensation que je pouvais tout bouffer. Moi, les voix, on était à l'abri dans la Dodge. On était une famille. Voilà, on était une famille. Et donc pour Pénélope, c'est sa première et son unique histoire d'amour. On touche à un point important là, parce que finalement, ce qui fait dérailler ces personnages, c'est pas tant le décor dans lequel ils évoluent que le manque d'amour dont elles souffrent, non? Mm. Ah, oui, 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 il y a toujours. Enfin, dans Tuck, c'est encore différent parce que c'est vraiment là, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire d'amour quand même. Et Voilà, dans... Toc, elle a eu la chance de connaître une histoire d'amour, même si ça s'est très mal Oui, terminé. oui. Mais en fait, pour Pénélope, il n'y a pas d'amour dans Pénélope March. À un moment donné, ça- l'amour risque d'arriver, mais elle le rejette tout de suite, quoi. Voilà. Elle en veut pas, voilà. Elle a peur de lui faire du mal, donc elle l'envoie valser. Donc en fait, je voulais écrire ça, mais en fait, c'est Pénélope March, c'est rien d'autre qu'un voyage intérieur. Voilà. Tout est là-dedans. Et c'est une spirale de la folie qui est née d'un traumatisme, donc celui du viol et de l'assassinat par un détraqué de sa sœur aînée. Hein, je ne vais pas spoiler de dire ça, hein. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas un constat, par contre, sur la schizophrénie. Parce que même si l'histoire y fait penser, forcément, de par le fait qu'elle entend plusieurs voix, quatre, à aucun moment, moi, dans le roman, j'écris le mot schizophrénie. À aucun moment. Parce que justement, je voulais pas qu'on tombe dans ce truc-là, que le lecteur voit ça comme, comment dire, oui, une sorte de documentaire sur la folie, quoi. C'est avant tout une histoire, c'est avant tout une fiction, c'est, voilà. Même si moi j'ai connu des personnes qui étaient schizophrènes, mais je voulais pas, voilà, que ça soit inscrit dans le livre. Schizophrénie, ça ne l'est pas. Oui, je comprends, surtout qu'on n'a pas besoin de poser un diagnostic là-dessus. Voilà, on comprend qu'elle est dans sa tête, en tout cas, et qu'elle y est enfermée hein, d'une certaine manière. C'est vrai que c'est un voyage intérieur parce que petit à petit, elle va se comprendre elle-même quand même. Elle va réussir à avoir ce retour sur elle-même. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce récit, même si c'est un cheminement qui est compliqué. Et cette question justement du manque d'amour, qui est peut-être originelle des malaises des différents personnages, il y a une question en lien, c'est la figure des parents qui font défaut. On a d'abord la mère, parce que dans les trois romans, clairement, c'est une mère sur qui on peut pas compter. Et la mère de Pénélope, particulièrement, semble très toxique. On sait peu de choses d'elle, mais on sait qu'elle a contribué au déséquilibre mental de sa fille. Parce que la phrase, ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, le fait de ne pas faire son lit, c'est attirer des cauchemars. En fait, c'est l'ouverture du livre. On a cette voix de la mère qui parle à Pénélope et qui lui dit, si tu ne fais pas ton lit, Pénélope, tu feras des cauchemars. Les lits défaits attirent les cauchemars. Et elle ajoute, les personnes qui ne font pas leur lit sont mauvaises. Est-ce que tu es mauvaise, Pénélope? Et cette phrase, répétée, entendue, on le comprend certainement des milliers de fois, ou des centaines, j'exagère peut-être, mais elle a fini par devenir une voix dans la tête de Pénélope. Et moi, je me suis demandé si c'était peut-être pas la première des voix qui est venue comme ça détruire son équilibre psychique et puis finalement a donné naissance à d'autres voix et qui la pousse au crime, quoi. Oui, bah après ça c'est au lecteur de voir pour le coup ce qu'ils entendent par rapport à ce que j'écris. Oui, enfin le truc du lit, c'est moi-même qui me suis fait la réflexion. Moi j'ai pas eu, euh, je, par rapport, je sais pas si la mère de Pénélope est toxique parce que c'est surtout en fait
ce qui est arrivé à sa sœur aînée, qui a rendu Pénélope, qui l'a déglinguée, en fait. Donc, Oui, mais oui, finalement, les seules choses qu'elle mentionne à propos de sa mère, c'est ça, et puis le rapport qu'elle a avec celui qu'elle considère comme son beau-père. Voilà, ils ont une vie sexuelle assez extrême. L'enfant y assiste un peu par hasard. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle interprète mal. Mais en tout cas, il y a une mère qui a fait défaut à un moment, qui a fait défaut, qui a pas expliqué, Enfin, moi, je me dis qu'il y a une mère qui a fait défaut à un moment pour qu'elle entende ce leitmotiv tout le temps. Tu es mauvaise, Pénélope. Est-ce que tu es mauvaise? Y a rien de plus destructeur. Ça me viendrait pas l'idée de dire ça à ma fille, hein, personnellement. mais ça ferait un roman de moins à écrire, mais bon. Non, non. Bon, Non, mais c'est intéressant parce que ça existe. oui, Et oui, non, mais en fait, le problème, il est que qu'elle voit son beau-père, c'est pas son beau-père. C'est d'ailleurs, il lui dit, la voix lui dit, la voix que son père lui dit à la fin, il lui dit, mais il n'a jamais existé, c'est toi qui a créé ça, parce qu'elle voulait, après le viol et le meurtre de sa sœur, ça fait oui, elle s'est renfermée dans son monde à elle. Enfin, elle a été traumatisée, carrément traumatisée, en l'ayant vu, enfin, aux actualités, là, tout ça, mais euh, c'est en fait, elle s'est vraiment. Puis sa mère est malade, et puis voilà, quoi. C'est vraiment elle enfin, oui, qui va pas bien, si, quoi. oui, c'est Pénélope qui va pas bien. Mais si j'ai pensé que la mère elle faisait défaut, c'est parce que les mères dans les autres histoires, dans celle de Toc par exemple, elle fait défaut aussi parce que bon, elle est alcoolique, etc. Elle n'hésite pas à balancer des infos comme ça aux journalistes, ce qui blesse sa fille. Et puis bah la mère de Suzanne, c'est encore autre chose. On n'a pas trop d'éléments sur elle, mais au mieux, c'est celle qui ne voit pas, c'est celle qui ne regarde pas. Donc là aussi, il y a quelque chose de l'indifférence ou du déni qui porte en fait que le germe d'une difficulté à être évidente, quoi. Oui, Enfin, peut-être que je vais loin en disant ça, mais moi, ça m'a interpellé d'avoir trois figures de mères comme ça qui font défaut, quoi. oui, il y en aura d'autres, mais c'est non, mais oui, ben, c'est ça, ça fait moi, voilà, je vais pas rentrer dans ma vie, mais moi, ma mère me fait pas défaut, au contraire, elle est là et elle est bien présente. Après, voilà, Mais non, c'est pas du tout l'idée. On est dans le domaine de la fiction et puis c'est des choses qui expliquent. La figure du père, elle est pas gâtée non plus, hein. Chez Pénélope, elle touche au cœur de c'est très l'intrigue flou. quand même, puisque justement il y a cette confusion. Et voilà, moi je me suis... À un moment, la réflexion que je me suis faite, c'est que bah, derrière la violence de ces héroïnes, bah, il y a un autre coupable derrière. Et cet autre coupable, bah, c'est soit le père, soit la mère qui fait défaut, mais il y a ce défaut-là, ce défaut de parents. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça qui contribue à générer de l'empathie pour ces trois personnages qui pourraient ne pas susciter d'empathie du tout quand même, parce que voilà, selon comment on raconte, voilà, les médias quand ils racontent l'histoire de Toc, ils ont aucune empathie. On sait pas comment ils vont s'emparer de l'histoire de Pénélope, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'histoire de médias chez Suzanne, mais tout ça contribue à faire que, bah, ouais, on s'attache à ces héroïnes qui sont pas le genre d'héroïnes auxquelles on s'attache d'habitude, j'ai envie de Oui, dire. oui, complètement, oui, oui, c'est pas, voilà, oui, oui. C'est des, Pénélope, c'est une tueuse, hein, ni plus ni moins, enfin, elle tue des gens, hein. Euh, bon, après, Tug, c'est différent, après, c'est, on peut avoir de l'empathie pour une personne comme Anaïs Toxin, quoi, c'est pas, Oui. parce que, bon, voilà, enfin, ouais, c'est complètement différent. D'ailleurs, Bah, il y a une forme encore, de gradation dans l'insupportable, hein, dans ces trois romans. Hein. Toc, enfin, pour moi qui suis lectrice hypersensible, je peux te dire qu'il y a une gradation dans la violence de ces trois romans, parce que voilà, Toc, je rigolais encore un petit peu. Pénélope, ça commence à être tendu avec Suzanne. Bon, j'ai pas trop rigolé quoi. Voilà, il y a une vraie progression, mais derrière il y a ces thématiques-là, il y a cette façon de raconter les histoires, et je trouve que c'est ça
qui est super en fait, c'est que t'arrives à nous faire nous attacher à ces personnages. Il y a un autre élément d'ailleurs sur lequel je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes, c'est les noms de tes héroïnes. T'as commencé à en parler tout à l'heure avec Toc, surtout que Toc, son surnom, fait vraiment partie de l'histoire. La presse s'empare de ce surnom justement parce que sa mère a raconté. On connaît l'historique de ce surnom. Voilà, j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment tu travailles sur la définition des noms de tes personnages. C'est musical la plupart du temps parce que, par exemple, Pénélope March, ça file tout seul, Anaïs Toxin, Suzanne N. Alors, Suzanne N, c'est une autre histoire, mais bon. Euh, C'est musical, mais il y a un sens derrière quand même. oui, bah, Toxin, bon, c'était, en fait, c'était par rapport au Toxin qui sonne dans les campagnes, dans ça. Alors, c'était, Ouais. parce qu'elle, elle est originaire d'une campagne, hein, de la campagne, Anaïs. Donc c'était ça, c'était voilà. Et puis Tuck, non, je sais pas, Tuck, comment le diminutif m'est venu parce que voilà, je trouvais ça, ça Bah là, sonnait c'est bien, quoi. sonore pour le coup. Et Hein, pour Pénélope Marche, c'est toi qui me l'a fait remarquer parce que j'ai un anglais assez rudimentaire, mais marche, ça veut dire marécage. voilà, c'est ça. Voilà, Marche, ça veut dire marécage, donc oui. Donc là, c'était un peu plus ancré, on va dire, dans l'histoire de Pénélope elle-même, hein, vu que sa sœur est retrouvée dans un marécage quand elle est à moitié morte. Et puis ça fait écho, si j'ose dire, au marécage qu'elle a dans la tête, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà. Mm. Et Suzanne N, là, c'est encore là, c'est carrément différent parce que voilà quoi, c'est un vrai nom que j'ai maquillé de quelqu'un, d'une personne publique. Voilà. Mais ça après, Mais dis donc, tu attires notre curiosité et tu vas pas nous le dire. non, 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 mais c'est d'ailleurs on a rajouté un S. Voilà. Faut pas trop. Voilà. Non, je peux pas en dire beaucoup plus sur Suzanne N. Ok, ok. Voilà. Non. Mm. Mais il y a pas enfin, la résonance haine ne vient pas sur, pour le coup, la haine, quoi. C'est pas Suzanne Haine, elle s'appelle pas Haine parce qu'elle a de la haine, quoi. Mm, Ça n'a mm. rien à voir. Ouais. Ok, merci pour cette précision. Parce que c'est vrai que même si ces trois histoires sont très différentes, on le voit, elles ont pas mal de points communs. Toc, Pénélope et Suzanne, elles ont toutes été confrontées à une, voire à plusieurs morts violentes. Elles sont toutes seules, très seules. Elles sont en manque d'amour. Et on n'en a pas parlé encore, mais les trois sont concernés à des degrés différents, mais concernés quand même par les violences sexuelles. C'est un élément qui est important aussi, ça. Oui, Toc, par exemple, elle bascule dans la criminalité au moment où le patron de la station-service dans laquelle elle travaille essaye d'abuser d'elle. oui. Oui. Bon, après, C'est là, oui, c'est malheureusement des choses quotidiennes qui se passent. Mais oui, oui, il y a beaucoup c'est beaucoup axé sur leur traumatisme sur ce qui peut être sexuel, oui. D'ailleurs, Candice Lane est aussi est axé là-dessus. Hein. Candice Lane, c'est ça, en fait, ni plus ni moins. C'est l'histoire d'une ancienne stripteaseuse qui s'est fait agresser à la sortie de son boulot, quoi. Et d'accord. après, voilà, voilà, c'est toute une histoire comme ça. Mais après, pourquoi, je sais pas. Bah, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, en fait, parce que bon, il y a Pénélope qui a été traumatisée, c'est sa sœur qui a été violée, assassinée, etc. Suzanne, elle connaît l'inceste, hein, tout simplement. Enfin, voilà, on peut le résumer comme ça. Si on prend un peu de recul, on se dit que sous une forme ou sous une autre, bah, l'histoire se répète. Et alors, c'est valable pour ces trois récits, et globalement, tu viens de le dire, ça allait aussi dans la vie. Et c'est ça. C'est ça qui est insupportable. Et il y a un passage dans l'affaire Pénélope March qui, alors, c'est lié à la structure du roman, c'est lié à ton univers, mais je trouve que ça illustre très bien euh, le fait que bah, ça tourne en rond et ça rend fou ces histoires. Et Oui, oui, oui. moi, je l'ai compris comme ça. Et je pense que c'est un extrait vraiment important et vraiment éclairant. Moi, c'est un des passages que j'ai préféré à la lecture. C'est l'extrait que je vous propose de lire maintenant, où justement Pénélope parle de ça, du fait que ça tourne en rond. Et je vous propose de le lire maintenant.
Je suis dans la masse, je m'y fonds, c'est toute ma force. Les voix me le disent. C'est comme ça que je peux œuvrer sans me faire repérer, coincer. C'est comme ça que le vrai monde fonctionne. Celui qui est innocent, qui ne se méfie pas assez, et qui avance dans le brouillard, et qui se bute à un mur, le mien, et qui est étonné de mourir, mais qui meurt pendant que je l'aide à mourir. Un jeune type, un vieux, une gosse blonde, un gros vicelard et transpirant, la maladie de ma mère, que sais-je encore. J'ai pensé que le monde était un cercle. J'ai pensé que la terre était ronde, mais creuse, qu'elle était statique, et que je marchais sur ce cercle fragile, et qu'à tout moment je pouvais déraper, glisser sur les bords du cercle, me tordre une cheville, puis tomber à l'intérieur du cercle, ou au dehors, tomber dans le vide de l'intérieur, ou dans l'espace qui entourait ce cercle. Et si je tombais dans le vide de l'intérieur, j'allais tomber sans cesse, tout le temps, puis j'allais me repositionner sur le cercle fragile, et j'allais me remettre à avancer, encore, toujours, et je reviendrais sûrement là où j'étais née, à la ferme. Pas dans la maison au bord de la rivière, à la ferme quelque part dans mon enfance, et le reste qui suivrait. Voilà pour cet extrait. J'ai pas envie de commenter parce que je le trouve juste beau et je pense qu'on en a déjà bien parlé avant. Je sais pas si toi t'as envie de le commenter par contre. Non, non, j'ai juste rajouté un truc sur Pénélope, parce qu'on parlait de la Dodge tout à l'heure, Ouais, qui est donc sa voiture, hein, c'est une Dodge Challenger. En fait, c'est ni plus ni moins, c'est sa monture, hein, c'est une sorte de d'une monture de Valkyrie. Voilà. Mais c'est un clin d'œil, en fait, que j'ai voulu faire à la Plymouth Fury de Stephen King, voilà, dans d'accord. son roman Christine. Voilà. Et il y avait cette phrase dans le film de Carpenter. Sur l'affiche, il y avait comment tuer ce qui n'est pas vivant. Voilà, c'était ça en fait. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pas pour ça, mais c'est-à-dire que la Dodge est la petite sœur De, de la Plymouth Fury de Stephen King. Voilà, je voulais dire ça, de parce la que voiture Christine, donc c'est ça, hein, voilà, c'est, ouais. le roman s'appelle Christine et le film aussi s'appelle Christine. Et la Et voiture c'était aussi, c'est ça, hein. C'est ça, la voiture est... la voiture de Stephen King, oui, Ouais, c'est Christine. C'est le nom que donne Arnie à la voiture, Christine. Qu'elle, elle lui donne pas de nom, c'est la Dodge, voilà. Mais c'était un véritable clin d'œil à ce roman-là, alors c'est pas que j'ai été fan du roman en lui-même, ni du film, mais j'aimais beaucoup le jeu de l'acteur dans le film. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, mais j'adorais vraiment comment il jouait. Voilà. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué et qui, voilà. Ok. Anixa, il y a quand même une question qui me taraude. C'est le fait que tu choisisses en tant qu'auteur homme de prêter exclusivement ta plume à des voix féminines. Est-ce que c'est vraiment toujours le cas et qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de l'écriture? Bah, c'est toujours le cas, oui. En fait, ça s'est toujours produit comme ça, pour ainsi dire. J'ai pas de raison vraiment spécifique à ça, hein. C'est juste que ça me permet de me dévoiler davantage et de creuser en moi plus profond de moi. C'est comme une forme de bouclier. Je me jette pas à âme perdue sur le ring de l'écriture. Voilà. Alors, c'est l'une des explications que j'ai à donner, en tout cas, mais même si en fin de compte, je ne me pose pas la question. Voilà. C'est ça, D'accord. j'écris de cette façon. Le reste, en fait, je m'en fiche de ça, quoi. C'est pour moi. Hmm. Et comment ça se passe du coup avec tes personnages en termes d'écriture? Comment tu les saisis? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Oui, bah, c'est ça, voilà. En fait, j'attends que les personnages viennent à moi, et c'est pas moi qui vais, c'est eux qui viennent. Donc, voilà, quoi, ça se passe un jour, une nuit, on discute, on fait un long moment ensemble, et voilà. Et c'est là que bah oui, c'est essentiellement des voix féminines. Euh, Voilà. Après, c'est comme ça, quoi. Tu les entends. T'entends Oui, leur oui, je les entends. voix, elles ont un phrasé, elles ont un rythme, elles ont déjà Oui, un oui, oui, c'est ça. caractère. Ok. Hmm. Ouais. Bah, en fait, chaque personnage est féminin.
chaque personnage féminin c'est un portrait, c'est comme une peinture. Voilà. Voilà. Donc c'est un portrait, c'est une peinture, tes personnages, elles ont pas mal de points communs. Finalement, c'est la même entité qui revient sous différentes formes. Je sais pas si c'est juste de le dire comme ça, qui se présente à toi pour une nouvelle exploration. Oui, oui, c'est ça, parce que en fait, mes personnages, alors à part Tuck, qui a les cheveux courts, qui est rousse, mais autrement, tous mes personnages sont identiques. C'est au moins physiquement, enfin physiquement, elles ont l'apparence des sorcières japonaises, en fait, du personnage Sadako Yamamura, je crois, dans Ring, le film Ring, ou même le roman d'ailleurs. Donc c'est des nanas avec des grands cheveux bruns, voilà quoi, assez faméliques comme ça. Et voilà, après, j'ai pas d'explication réelle à donner sur le pourquoi du comment. Ça s'est toujours Je présenté à moi comprends. comme ça. Mais je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication. Vraiment, je l'ai pas. C'est juste que euh, elles peuvent pas se passer de moi comme moi je peux pas me passer d'elles, quoi, en gros. Ouais, c'est un truc comme ça. D'accord. Mm. Et en termes d'écriture, est-ce que tu es un auteur régulier ou alors que tu écris sous une impulsion? Est-ce qu'il y a des phases? Comment ça se passe réellement en termes de rythme, de... Mais en fait, j'écris beaucoup, hein. J'écris, voilà, quand j'ai terminé un roman, je pense au suivant. Alors ça va mettre 4 5 mois avant que, que le personnage arrive pour le coup, mais parce qu'en fait, je m'ennuie en fait enfin le quotidien m'ennuie. Donc l'ordinaire, tout ça. Donc j'ai un mal fou à me sentir à l'aise là-dedans. Hum. Donc T'as besoin d'écrire. d'ailleurs oui, même pour communiquer, pour moi, c'est assez pénible, hein. Voilà, quoi. Je suis pas sûr qu'elle peut lancer. Enfin, alors, par contre, dans l'écriture, quand j'écris, bah, voilà, quoi, je respire, mon cerveau fonctionne à 10 000 à l'heure, quoi. Voilà, c'est comme sous l'effet, ouais, d'une drogue douce, identique un peu à la nicotine, et des choses comme ça. Mais voilà. D'accord. Voilà. Et ton prochain roman, Suzanne Hens, il va être publié dans très peu de temps, en mars, hein, je crois. C'est ça? Oui, Ce c'est ça, sera le ouais. troisième en 3 ans dans la collection Outre Noir, toujours aux éditions Cubique. Est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour parler de ta relation avec cette maison d'édition? Comment ça s'est passé au début? Est-ce que tu leur as simplement envoyé ton manuscrit? Oui, oui, bah, oui, j'ai récupéré une adresse sur un réseau social et j'ai envoyé Tuck. Au bout d'un mois, j'avais un coup de téléphone pour me dire qu'il était pris. Donc ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de. Enfin voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça, on va dire. Personne m'a dit voilà, tu peux l'envoyer ici, etc. Non, non, c'est vraiment comme beaucoup de d'auteurs le font, quoi. C'est pour ainsi dire. Voilà. Mm. T'avais fait référence quand même, j'imagine, à tes précédentes publications dans d'autres maisons sous Non, d'autres noms ou pas du tout? non, non, pas Pas du du tout. tout. Non, Ok, j'ai vraiment pas parlé de quoi que ce soit de ce que j'avais fait avant. Je l'ai vraiment envoyé comme ça. Voilà. Mm. d'accord. Et est-ce qu'il y a eu un gros travail éditorial? Est-ce que ça a pris du temps pour la publication entre le moment où t'as envoyé ton manuscrit et puis le moment où il est sorti? Ça a pris 1 an, mais pas par rapport aux corrections qu'il y a pu y avoir sur le manuscrit, en tout cas. Ça a pris 1 an parce que c'est le laps de temps a- voilà, quoi, qui se fait, quoi. Mais après, Ok. On t'a pas demandé, il n'y a pas eu de modification à apporter sur le texte, parce que c'est vrai que tu abordes des sujets, voilà, qui sont sensibles. Donc on pourrait imaginer, alors pas forcément sur TOC, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des réticences sur certains aspects. Non, t'as pas rencontré non, voilà. d'objection par Sur rapport Tug, à bah ça. non, non. Et puis sur Penelope March non plus. Sur Suzanne N non plus, mais après, il y a des corrections par rapport à la ponctuation ou des choses comme ça, mais on me demande, en tous les cas pour l'instant, on m'a jamais demandé
d'enlever un paragraphe ou de reconstruire un chapitre ou ces choses-là. Et c'est aussi bien chez Cubic que chez d'autres éditeurs que j'ai fréquentés avant ou chez, par exemple, Bayard. Non, j'ai jamais eu enfin, je ne sais pas si c'est un souci d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un souci d'avoir des corrections. Moi, je suis vraiment pas contre les corrections. Non, ça peut être intéressant de travailler avec Voilà. son éditeur, mais après, Voilà. si le texte il est prêt, il est prêt. Hein. Moi, je suis en relation avec une correctrice à chaque fois et oui, on travaille, oui, oui, des fois, il y a une tournure de phrase qu'elle va me proposer et qui d'ailleurs, oui, effectivement, est bien mieux que celle que j'avais faite. Mais ça reste, voilà, très succinct comme ça. C'est pas. Hmm. Voilà. J'aimerais bien savoir aussi si tu as un nouveau roman en cours. Du coup, Hmm. je suis un peu curieuse. Et puis, bah, je me demande s'il s'inscrit lui aussi dans l'univers des 3 romans précédents ou s'il y a une rupture à un Non, moment. enfin, en fait, mon éditeur a deux de mes romans à, à lire. Enfin, il en a lu un et il a l'air intéressé. Et donc, il en a un autre à lire. Moi, j'ai terminé un autre roman là, mais en fait, j'ai encore plusieurs romans chez moi que j'ai terminé en 25, là, en 2025 et tout ça. Mais ça s'inscrit, oui, ça s'inscrit, oui, toujours dans. Bah, c'est mon univers, hein, c'est dans un univers comme ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au noyau, au, Ouais, ouais, ok, on reste dans cet univers. Ben, ça fera certainement plaisir aux lecteurs qui te suivent, hein, de toute façon. plus ou moins en fait sur un que mon éditeur a qui traite de l'intelligence artificielle. Donc, Ah, oui, mais on reste quand même même si voilà, on reste quand même dans ce noyau-là. Mais voilà, disons que ce sera vraiment, s'il est publié, c'est vraiment un huis clos. Voilà, étouffant. Parce que intriguant. il n'y aura pas de vue, il y aura pratiquement pas de vue extérieure, puisque ça traite de l'intelligence artificielle. Donc, ça sera un personnage réel face à une intelligence artificielle. Donc, voilà. Intéressant. Intriguant, en tout cas. Bon, ton actualité aujourd'hui, c'est la publication imminente de Suzanne Hand, toujours chez Cubic Édition, dans la collection Outre Noir. On peut se procurer tous tes ouvrages en librairie, j'imagine. Oui, oui, dans toutes les librairies, que ce soit les grosses structures ou les librairies indépendantes, que ce soit la Fnac ou Gibert, etc. Et puis sur les sites habituels Internet, et voilà quoi. Ok, Ils sont parfait. présents, ou s'ils ne sont pas présents, on peut les commander de toute façon dans la librairie où il n'est pas présent, c'est sûr. Mm. Parfait. Bon, bah, chers amis auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, en attendant de pouvoir lire Suzanne Hens. Je vous invite vraiment à vous plonger dans TOC et dans l'affaire Pénélope March. Voilà, donc je te remercie beaucoup, Anixa, d'avoir participé à cette interview. Ça a été un petit peu rock'n'roll au niveau de l'organisation, mais on s'en est bien sorti. J'espère qu'on a bien présenté ton univers et que tu vas te retrouver dans cette interview. C'est le plus important pour moi. Et voilà, je te remercie. Moi aussi, je te remercie. C'est très bien. Très, très bien. Ainsi se termine le 5e épisode de Voix de Plume. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, c'est que cette petite excursion dans le roman noir vous a plu. Alors prenez date pour notre prochain rendez-vous. En février, nous continuerons à explorer les zones sombres de la création littéraire en abordant sur une planète voisine du roman noir, celle du thriller et du polar. Vous découvrirez la voix et la plume de Thierry Dufresne. Et si vous êtes trop impatient pour attendre, je vous invite à suivre les coulisses du podcast Voix de Plume sur mes comptes Facebook et Instagram maud.girard.auteur.